Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Exclusivité, CF Exclusivité, cette émission qui vient chez vous, cette émission qui, bien sûr, reçoit à chaque fois un ou deux invités, même plus, pour parler de l'actualité de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est dans tous les domaines, bien sûr, la politique, les sports, la culture, mais pour ce soir, nous avons deux invités sur ces plateaux qui vont bien sûr brosser l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous citons Dédé Amouli, journaliste politique, coordonnateur de Kinshasa, mon village. Bonjour Dédé. Bonjour Monsieur Gaëtan Vandal. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Prêt pour affronter le plateau de CF Exclusivité? C'est un plaisir et l'adversaire est faible. C'est ce qu'on va découvrir. Et de l'autre côté, comme je le disais, j'ai deux invités. Joe Mayele, analyste politique pro-pouvoir, c'est-à-dire de l'Union Sacrée. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Ça commence bien. Dédé Amouli, l'actualité est dominée, bien sûr, par la rencontre de Luanda, cette rencontre de Luanda qui réunit une tripartite, qui réunit trois chefs d'État, notamment le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kagame Paul du Rwanda et Joao de l'Angola. Et on nous dit que c'est un sommet des vérités. Qu'en pensez-vous quand on dit sommet des vérités par rapport à ce qui se passe du côté de Luanda? Merci Monsieur Gaëtan. Je crois que la dernière fois que je suis à ton plateau, on a essayé de brosser la situation de l'Est et on continue d'en parler. On continuera d'en parler tant qu'il n'y aura pas la paix à l'Est du pays. Moi, je ne cesse de le dire chaque jour que les Occidentaux doivent chercher les voies et moyens de se retirer de tous ces jeux qu'ils sont en train de faire derrière Paul Kagame. Paul Kagame n'est pas un fou. Paul Kagame, pour faire la tête à une nation forte et grande comme la nôtre, derrière lui, il y a de ces gens qui cherchent à ce que la balkanisation qu'ils ont toujours voulu de ces pays puisse être mise en œuvre, que ce pays se divise et ils vont tirer profit. Alors, le président Félix Tshisekedi se bat coréen, certes, avec une forte diplomatie, pour qu'il n'ait pas perdre de vie. La vie humaine est sacrée. Si aujourd'hui, nous faisons la guerre avec le Rwandais, je crois qu'il y aura beaucoup de pertes humaines. Mais ce qui est évident, le jeu que tous ces rebelles sont en train de faire à l'est de notre pays, on comprend qu'il y a des gens qui sont derrière eux. C'est le président Paul Kagame, Kagame et son pays, et tous ceux qui nous manipulent venant de l'Occident. Vous comprenez? Et aujourd'hui, s'il y a une rencontre qui sera à Luanda et que Paul Kagame ne cesse de dire que le président Félix Tshisekedi doit négocier avec des rébellions de son pays, parce que lui, il n'est pour rien. Entre autres, on retrouve des militaires rwandais dans tout ce qu'il y a comme rébellion à l'est du pays, et leur base arrière, s'il attaque, c'est ton pays. Et tu veux faire l'ironie comme si tu n'es pour rien dans cette histoire. C'est ce qui choque. C'est ce qui fait mal. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, à ce que Kagame dise clairement qu'il soutient les M23 et qu'avant de dialoguer, il doit d'abord accepter que le Rwanda est derrière les M23. Mais évidemment, parce que le président Félix Tshisekedi... Il n'y a pas de dialogue s'il n'y a pas, sinon l'équivoque n'est pas levé. Mais c'est évident. Le président Félix Tshisekedi, dès son début, a essayé d'approcher le président Kagame, qu'ils essayent de parler. À maintes reprises, il lui a traité de frère. À maintes reprises, il lui a traité d'un ami. À maintes reprises, il lui a traité de ces termes diplomatiques pour démontrer qu'il n'est pas pour ce qui se passe à l'est du pays comme criminalité. Il combat par la diplomatie. Mais le président Kagame a démontré qu'il n'est pas son frère, premièrement, il n'est pas son ami. Lui, c'est les intérêts et tous les dividendes qu'il gagne derrière tout ce qu'il y a comme rébellion au niveau de l'est du pays. En fait, quand tu comprends pourquoi tu fais l'ironie ici et tu es derrière de l'autre côté, alors
tu veux qu'on négocie, tu veux qu'il y ait la diplomatie, parce qu'aujourd'hui, que les gens te le disent, et je dis aux gens, l'économie de la République du Rwanda est menacée, parce qu'ils tirent profit derrière tous ces rébellions. Comme on n'a plus de frontières, il n'y a plus de contact entre nous et le Rwandais, c'est évident que la grande majorité des opérateurs économiques, même du Rwanda, tirent profit de la population de Goma, Bukavu et tout comme ça là. Quand on ferme, ils savent où aller vendre. Donc, tu vois, le monde qu'il y a à l'est du pays, le monde qu'il y a ici en RDC, et tous ces opérateurs économiques du Rwanda qui tirent profit par rapport à la densité de notre pays, ça cause problème à leur économie, ça cause problème à tous les entreprises que Kagame a créées chez lui de transformation. Le numérique, il n'y en a pas de la RDC, tu vois. Donc, je crois que d'une façon ou d'une autre, il commence à avoir la corde sur le cou. Et le président Félix Tshisekedi, je crois que cette fois-ci, même s'il est diplomate, même si c'est un homme de bon cœur, comme les gens le disent, comme on essaye de constater, mais en ce qui concerne ce sommet, c'est le sommet de vérité. Non mais diplomatie, je crois que pour dialoguer, le point où acceptons d'abord qu'il y a les M23 qui a le soutien du Rwanda. Et puis on évolue. Et si tu veux nier, tu me pousses. Ou tu me vois aller négocier avec le M23. Pour que ces M23 viennent, comment dirais-je, qu'on leur introduise à notre gouvernement, ils deviennent des ministres, des généraux, des ceci, et ils seront là pour, comment dirais-je, trahir le pays en te donnant tout ce qu'il y a comme détail de secret d'État de notre pays. Mais attends, cette fois-ci, je crois que les négociations doivent être... On va prendre aussi Joe Maele. Beaucoup ont fustigé cette rencontre, beaucoup ont dit, voilà que le président se rend encore à Luanda pour négocier avec son frère. Mais là, le président est catégorique. Et le président qui dit s'il faut même aller à la guerre, il faudrait aller à la guerre, mais pourvu que l'intégrité de la République démocratique du Congo soit respectée. Sommet des vérités, votre point de vue? Dans les domaines sécuritaires. Et dans les domaines sécuritaires, il faudrait que tous les Congolais puissent avoir un langage commun. Mais ce qui est déplorable, vous allez voir que il y a certaines personnes qui sont même hostiles contre le démarche gouvernementale. Il y a certaines personnes qui sont pro-rwandais. Donc, déjà, les secteurs sécuritaires nous divisent. C'est quelque chose de très négatif. Parlons du sommet. J'ai toujours dit, M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est un monsieur qui est légaliste. Quand je parle de légalisme, c'est une personne qui se plie toujours aux règles du droit. Les actes qu'il pose ne vont pas à l'encontre des règles du droit, mais vont de pair aux règles du droit. Ici, je suis en train de voir un instrument qui est continental, que nous utilisons tous, c'est la charte de l'Union africaine, qui prône que lorsqu'il y a conflit interétatique, il faudrait passer par les moyens pacifiques, et les moyens pacifiques, ce sont les négociations. Mais il faudrait nuancer une chose. Ici, le Congo n'est pas en position de faiblesse, mais le Congo part en position de force. Il faudrait encore introduire un indicateur pour savoir que les institutions rwandaises, par les biais du gouvernement et M. Kagame, sont en train de s'agiter. C'est pour la première fois, depuis que le Congo est Congo, depuis que cette agression a commencé, de voir une gymnastique communicationnelle du côté rwandais. Donc les Rwandais déjà se culpabilisent sur quelque chose. Je pense que, comme vous avez dit, il y a des clauses qui vont être imposées, mais il y a d'abord l'équivoque qui doit être élevé. Et le Rwanda doit accepter cette culpabilité du fait qu'ils sont en train de soutenir les M23. Ils doivent accepter, ils doivent continuer. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration qui donne 50% aux Congolais de victoire et 50% peut-être aux Rwandais. Pourquoi? On venait encore d'avancer l'embargo pour une année. Vous savez que si on part dans la formulation ou dans la logique où on doit faire la guerre aux Rwandais, il faudrait avoir des armes. Et aujourd'hui, les armes ont connu une évolution technologique. Et l'évolution technologique, il faudrait acheter. Le Congo est amputé de cette probabilité. Pour ça, on pourrait dire que le Rwanda est bien parti. De cette probabilité d'acheter. Donc, c'est pourquoi il faudrait essayer de négocier pour trouver une solution qui est pacifique. Je vais encore vous nuancer quelque chose. Quelles que soient les guerres,
les négociations ont toujours eu une place impérative. Il y a toujours eu des guerres, mais à la fin, il y a toujours des négociations, il y a des divers traités, des divers pactes qui sont signés. Si nous sommes en train de parcourir l'histoire du monde, nous allons voir qu'il y a une tonne de guerres, mais à la fin, vous allez entendre, il y a des traités, il y a des accords qui sont signés. C'est pour mettre fin aux différentes conflits. Mais avec le Rwanda, ça a trop duré. On compte plus d'une vingtaine d'années. À quand, en fait, bon, ça dure, cette négociation qui va libérer le peuple? Ça a duré, mais il faudrait voir, lorsque nous étions en train de négocier, j'ai dit ici, comment la RDC partait. La RDC partait en position de force ou de faiblesse. Aujourd'hui, nous négocions, mais nous partons en position de force. Pourquoi nous partons en position de force? Et il y a les M23 qui fait des prouesses maintenant sur le terrain, qui est en train de pourchasser les rebelles. Donc nous partons en position de force. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a une gymnastique communicationnelle du côté rwandais, où ils sont tout le temps dans des tweets, où ils sont tout le temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour émettre les avis. Mais ce n'est pas quelque chose que nous avions vu dans le régime antérieurement, parce que antérieurement, Kagame était une personne arrogante, c'était une personne orgueilleuse, où il prenait le Congo pour un marchepied. Mais avec Félix-Antoine Tshisekedi, les choses ont basculé et nous partons dans... Qu'est-ce que nous devons attendre de ces sommets de vérité de Déamoul? Nous sommes en train d'avancer des idées. Le chef de l'État n'a pas parlé, n'a pas caché la vérité en disant que les Rwandais sont derrière le... Ils doivent reconnaître. Ils doivent reconnaître. Ça veut dire que si ça ne marche pas, le chef de l'État l'a déclaré qu'il va à une presse britannique qu'on n'est pas faible. S'il faut faire la guerre, on fait la guerre. Parce que, ensemble, j'ai dit précédemment, mon frère Vandal, nous comprenons le jeu de Rwandais, nous comprenons le jeu de Kagame, nous comprenons ce qu'il y a derrière tous ces jeux-là. Mais on ne restera pas dans cette voie de la diplomatie pour continuer à faire plaisir. Une diplomatie qui a duré plus de 20 ans. Plus de 20 ans, et on comprend le jeu. Et Kagame qui est déjà, où son état de santé est déplorable, et nous connaissons tous, il cherche à ce qu'avant qu'il quitte ce monde, ou qu'il soit faible totalement physiquement, que, comment dirais-je, son jeu, sa carte puisse être déjà mise en place. Et le Rwanda puisse bénéficier d'une terre de la RDC par rapport à la population rwandophone vivant ici. Il cherche qu'il aille la guerre, il nous pousse vers à faire la guerre avec eux pour que la communauté internationale vienne intervenir rapidement. L'intervention créera une zone tampon. Et cette zone tampon bénéficiera aux Occidentaux, premièrement, et au Rwanda, deuxièmement. Où ils pourront calmement s'enrichir. Et nous n'allons pas continuer et on ne va pas se laisser faire. Aujourd'hui, la puissance mondiale n'est pas focalisée qu'aux Occidentaux. Il y a la Russie aujourd'hui, il y a les Chinois aujourd'hui. Et la Russie qui est prête à fournir des armes à la RDC. Je crois qu'il y a même le pourparler. Il paraîtrait, laissez-moi aller au conditionnel, il y a de pourparler que la sécurité de notre pays par rapport le renseignement de la sécurité militaire de notre pays sera donné à une formation russe. Ça créait même de tiraillements avec la Belgique qui attendait cette formation de renseignement militaire chez eux. Jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État n'a pas encore fait le choix. Mais il y a des rumeurs qui circulent en disant que ça ira chez les Russes. On doit essayer de comprendre. On est resté avec les Occidentaux des années et des années. Tous le pays colonisé par les Occidentaux, c'est-à-dire la Belgique, la France, l'Angleterre et tout consort, il y en a, je crois, pas plus de 5 qui ont émergé et qui sont aujourd'hui le pays développé. Donc ce ne sont pas des gens qui viennent accompagner ou nous accompagner vers le développement. Ce sont des gens qui viennent faire enrichir les politiciens qui dirigent et en contrepartie, eux aussi tirent profit pour eux-mêmes qui dirigent de l'autre côté et pour leur pays. Le problème de la RDC, c'est aussi la trahison. La trahison, certains de nos politiciens font bloc avec ceux qui agressent la République démocratique. C'est ce qui fait mal quand on voit de ces compatriotes qui ne sont pas conscients
manque de conscience par rapport à ces réalités que nous vivons. Le pays nous appartient. C'est le pays de nos aïeux. C'est le pays qu'on va léguer à nos enfants. Et tu trahis aujourd'hui, tu te fais le million aujourd'hui avec le sang de tes frères et sœurs. Et demain, qu'est-ce que tu laisseras comme héritage à tes enfants? Mon père me disait une fois, paix à son âme, mieux vaut mourir pauvre mais digne. La dignité ne s'achète pas. Ça veut dire, on a aujourd'hui de ces politiciens. Je ne suis pas tshisekéliste. Je ne suis pas comme mon collaborateur qui est de l'Union sacrée, qui soutient le chef de l'État. Je suis un journaliste et analyste politique. Et un Congolais. Et un Congolais tout court. Mais par rapport à la situation actuelle du pays, je m'irais voir tous les acteurs politiques de s'unir, de faire front commun pour défendre premièrement la terre de nos aïeux. Le président de l'Assemblée nationale l'avait dit, quitter les groupes armés. Parce que il a eu des preuves qu'il y a de ces députés de ces coins-là qui font des milices, qui travaillent ensemble ou qui collaborent avec les ministres de ces coins-là et qui s'enrichissent derrière tout ça. Et ils acceptent la mort de tous ces Congolais qui meurent chaque jour parce que toi tu veux avoir des dollars. Tu iras avec où? Parce que tu seras enterré même pas avec 100 dollars. Voilà. Joe Maël, et on revient ici de l'autre côté. José Makila a dit ceci. Le silence de Joseph Kabila est bénéfique pour le pays. En ce qui concerne bien sûr l'agression de la RDC par le Rwanda, les moments ne pas propices pour des déclarations intempestives. Joseph Kabila a plusieurs casquettes, dont ancien président de la République et militaire de formation, raison pour laquelle Félix Tshisekedi doit recourir à Joseph Kabila, son expertise pour avoir des conseils. Nous avons besoin d'une solution, et la solution ne peut venir que des hommes comme Joseph Kabila, a dit José Makila. Je pense que cette manière de faire caractérise la personne de M. José Makila, que je n'ai même pas cité le nom ici au plateau. Mais sous Kabila, nous avons eu aussi des milices. Jusque lorsqu'il est parti, il y avait aussi l'instabilité à l'est du pays. Mais au fait, si M. Kabila avait de l'expertise sur la rébellion, déjà il devrait finir toutes les rébellions du Kivu et laisser une paix. Mais quand il est parti, il a laissé Codeco, il a laissé les ADF Nalou. Il y en avait à l'est. Mais il n'y avait pas les M23. Il n'y avait pas les M23. Mais le M23 existait, a commencé à exister pendant qu'il était au pouvoir. Vous voyez qu'il y a... Je ne pense pas que c'est une sorte de jurisprudence sur M. Kabila. Moi, je pense que c'est... il veut seulement faire, comme on dit maintenant actuellement, le buzz, et rentrer à l'actualité. Moi, je pense que c'est déjà passé. Au fait, M. Dédé, lorsque vous parlez des pays colonisateurs, il faudrait faire un distinguo, parce qu'il y a des pays qui ont été colonisés, mais qui émergent. Il y a deux types de colonisation. Il y a les colonisations francophones et les colonisations anglophones. Et dans les colonisations francophones, la politique, c'était une politique directe, une administration directe. C'est l'homme blanc qui gérait sans pourtant associer l'homme noir. C'est pourquoi nous avons des répercussions actuellement. Mais dans les politiques anglophones, il y avait une sorte de collégialité. L'homme blanc gérait en collaboration avec l'homme noir. Quand vous allez dans les pays anglophones, vous allez au Ghana, vous allez en Afrique du Sud, vous allez dans plusieurs pays anglophones, vous allez voir, même leur manière de faire les choses est plus pragmatique que les francophones. Donc les politiques utilisées par les pays colonisateurs ont été différentes. Même si vous allez dans le Conseil des Nations Unies, vous verrez qu'il y a cette affinité, cet attachement entre les pays anglophones et les différents pays qu'ils ont pu coloniser. Moi, je pense que s'il y a eu des défauts, s'il y a eu anomalie, c'est par rapport à la politique qu'ils ont eu à utiliser. Mais j'aimerais aussi que M. Dédé puisse s'assumer. Parce que souvent, lorsque nous sommes aux médias, les communs des mortels ou les journalistes ont toujours tendance à porter cette casquette du journalisme. En dessous, peut-être ils peuvent être sous-traitants de la Mouka, en dessous ils peuvent être de Moïse Katumbi, en dessous ils peuvent être... Parce qu'en entendant le propos de M. Dédé, ces propos-là ne cadrent pas avec celui d'un journaliste. Moi je pense qu'il doit s'assumer, en tout cas
c'est un grand monsieur que je connais depuis longtemps. La meilleure des choses que je lui dirais, qu'il doit s'assumer. Le domaine sécuritaire au Congo, il y a plusieurs indicateurs. Si nous partons dans la crise de l'Est, si on doit trouver des solutions, les solutions doivent être trouvées, pour moi, je pense, à 3 niveaux. Le niveau interne, chez nous, en République démocratique du Congo. Niveau continental, en Afrique. Et puis, au niveau international, au monde. Les 3 niveaux dont j'ai cité incluent 3 différents acteurs. Au Congo, par rapport à la crise de l'Est, nous avons des acteurs internes qui entrent en collaboration avec ces milices-là ou avec les M23. Au niveau africain, nous avons des pays qu'on utilise, comme à l'époque de la guerre froide. On utilisait les petits pays pour que les grandes nations puissent se battre. Et au niveau international, nous avons les grandes puissances et nous avons les multinationaux. Il faudrait que les solutions puissent être trouvées dans tous ces dans tous ces 3 types de personnes. Mais chez nous, en interne, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a la réforme de l'armée qui a commencé. Vous allez savoir encore que depuis cette agression, le Congo a connu ce qu'on appelle les brassages. Les brassages faisaient intégrer certaines personnes qui ont été rebelles rwandais et congolais, entre guillemets, on mélange toutes ces nationalités-là à l'armée congolaise. Et ce brassage-là a connu 2003 avec la Banque globale inclusive, a connu 2008 avec les CNDP, a connu 2013, si je ne m'abuse pas, avec les M23. Et une personne qui a été rebelle, il aura toujours les réflexes du rebelle, parce que l'armée, le credo, c'est la discipline. Et cette personne-là, quelle que soit la façon... On vient dans l'armée pour servir le pays et non pour se servir. Quel que soit le credo de cette personne-là, lui, il voudrait se servir. Voilà. C'est déjà une ADN qui est ancrée en la personne. Là-bas, il y a un problème. Le deuxième problème, il y a le problème de la logistique militaire. Aujourd'hui, nous sommes frappés par cet embargo qui nous interdit officiellement d'acheter les armes. Parce que si nous partons dans la formule où on doit déclarer la guerre directement au Rwandais, ça signifie quoi? Du point de vue géopolitique, le Rwanda va acheter des armes officiellement à ses alliés. Le Rwanda va se procurer de la nouvelle technologie officiellement. Mais le Congo, non. Le Congo va utiliser les armes qu'il a. Et si nous partons dans cette procédure-là, le Rwanda sera appuyé par ses alliés. Et si, je suis en train de mettre les hypothèses, si le Rwanda prenait l'emprise ou prenait les dessus sur les différents affrontements, nous partirons dans les négociations que certaines personnes sont en train de nier. Et le Rwanda va nous imposer les clauses, entre guillemets, qu'on puisse autonomiser le Kivu. Mais vous voyez que cela va en notre défaveur. Donc la première des choses, ce que je suis en train de penser, il faudrait commencer à réformer l'armée. Il faudrait commencer à une identification qui est systémique des personnels de l'armée, les personnels de l'armée qui sont les militaires. Il faudrait commencer à cette identification systémique et il faudrait commencer maintenant à faire des rotations au Kivu là-bas. Mais parce qu'il y a certaines personnes, il y a certains généraux ou certains cadres de l'armée qui ont fait plus de 10 ans au Kivu là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'exploiter. Ils sont aussi en collaboration avec ces milices-là. Faire les rotations, prendre un général ou des troupes armées qui sont au Kivu, les ramener peut-être au Bas-Congo et prendre les nouvelles élites et les nouveaux recrues, les amener au Kivu là-bas. Ça serait aussi quelque chose de possible. Et puis augmenter aussi la quantité de militaires qui partent au Kivu là-bas. Augmenter une quantité qui est considérable. Donc c'est un peu ça. Mais du point de vue africain, du point de vue continental, ce sont ces démarches qui ont commencé. Les démarches et différentes négociations avec M. Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je crois en sa diplomatie. Pourquoi je crois en sa diplomatie? Je vous ai dit tantôt là. Aujourd'hui, le Rwanda est dans une gymnastique communicationnelle terrible. Mais on nous a démontré qu'il ne faut plus croire à la bonne foi du Rwanda. Pourquoi aller encore en négociation? Bon, au fait, les négociations, comme je l'ai dit ici tantôt, ou la négociation, c'est le seul moyen que préconisent tous les instruments juridiques
que ce soit sous-régional, régional ou continental. Donc, nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, le Congo, je prends le Congo comme une personne, parce que dans la dimension internationale, les États sont comme des personnes. Le Congo est dans plusieurs structures, dans plusieurs organismes. CIRGL, EAC, plusieurs trucs. Et étant dans ces organismes-là, le Congo est censé se plier aux différentes règles de droit qui lient ces organismes-là. Donc c'est pourquoi vous sentez que quand il y a une initiative venant d'une organisation... Le Congo peut bien le faire, mais le Rwanda non. Il a le droit d'agresser, il a le droit de franchir d'autres frontières. En fait, officiellement, le Rwanda n'a pas accepté l'agression au Congo. C'est le Congo qui est en train de... des militaires rwandais sur notre sol, ce sont des indices. Sur le champ de bataille. Il y a des canaux officiels au Rwanda qui peuvent dire que nous assumons cette agression. C'est comme les Russes aujourd'hui. Les Russes assument. Ils ne parlent pas de la guerre, mais ils parlent des opérations militaires. Mais ils assument par les canaux qui sont officiels. Il y a le président Poutine qui parle, il y a les gouvernements qui parlent. Là, nous savons qu'il y a une agression. Mais le Rwanda, avec le Congo, c'est une sorte de ruse, une sorte de camouflage qu'ils sont en train d'employer. Parce que le Rwanda, par ses canaux officiels, M. Kagame qui est en train de faire une ruse, qui emploie une ruse, un camouflage, il n'assume pas. C'est le Congo, nous, par les indicateurs que nous avons, par les indices que nous avons, que nous démontrons l'agression du Congo. Mais néanmoins, les négociations sont des moyens qui sont pacifiques, qui sont prônés par les différents instruments régional, sous-régional. D'accord. Joe Mayele, nous revenons avec Dédé Amoulis. Oui. Cette agression peut-elle déranger les élections de 2023? Est-ce qu'il faut le voir comme ça? Oui, je vais entamer. Mais laisse-moi revenir un peu à deux points que Monsieur Mayele a tenté de mettre sur la boue. Monsieur Mayele, vous savez, quand on parle du développement, est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui qui a été colonisé ou qui a déjà eu l'indépendance, qui est développé en Afrique noire? Si on a, tu me dis, parce que tu as parlé de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a été colonisée. L'Afrique du Sud est gérée jusqu'à preuve du contraire, politiquement par le noir, économiquement par le blanc. Dans le blanc, il y a encore de Britanniques. Il y a son influence. Il y a encore de Britanniques qui sont sud-africains, qui font à ce que l'économie, depuis avant l'apartheid, depuis la colonisation, est maintenue. C'est qui fait parce qu'on ne peut pas comparer la colonisation qu'il y a eu en Afrique du Sud, dont le blanc continue à gérer l'économie jusqu'à aujourd'hui, à la colonisation qu'il y a eu, par exemple, chez nous, au Congo-Brazzaville ou au Ghana. Est-ce qu'aujourd'hui, le Ghana est listé parmi les pays développés d'Afrique? Parce que je viens de vous faire comprendre que ceux qui ont été colonisés par les Anglais émergent ou sont développés. Mais est-ce que on a le Zimbabwe? Ils étaient aux mains des Anglais. On a la Zambie. Ils étaient aux mains des Anglais. On a, je crois, Tanzanie. Ils étaient aux mains des Anglais. Kenya, si j'ai bonne mémoire. Au Kenya, ils étaient aux mains des Anglais. Et Ghana et tout consort. Dites-moi s'il y a un pays, entre tous ceux que j'ai cités là, qu'on liste parmi les pays développés. Vous comprenez que c'est un monsieur qui se contredit, ou c'est un monsieur qui maîtrise difficilement ses dires, ou qui maîtrise ses propos. Alors quand il dit que des gens comme nous, on est sous-traités, tout ce que vous... Sous-traités en fonction de quoi? Moi, je suis journaliste politique. Mais il y a de ces journalistes qui aujourd'hui font partie des partis politiques. Il y a des journalistes qui soutiennent... Est-ce que c'est défendu à un journaliste d'être membre d'un parti politique? Mais à un journaliste, c'est d'avoir une connotation politique. C'est défendu. Mais il faudrait qu'il dévoile seulement sa page. C'est au milieu du village. Il faudrait dévoiler. Au milieu du village, quand il analyse, au milieu du village, quand il fait son travail, mais il est... On a déclaré carrément, je fais partie du parti X. Oui, c'est clair. Attends. Réfléchissons. Vous soutenez quel parti, monsieur Dédé? Ce n'est pas défendu. Il y a des militaires, il y a des policiers, il y a de ceux dont la Constitution leur demande de faire la politique ou d'être mêlés dans des histoires politiques. Mais je vois nulle part où on interdit aux journalistes ou aux animateurs, présentateurs des émissions ou quoi qu'on sort, d'avoir
d'avoir un choix politique. Parce que nous allons voter comme tout citoyen. Mais quand tu fais tes analyses ou quand tu es au plateau, on te demande d'être au milieu du village parce que tu dois... On doit surtout être tu dois faire ton objectif. C'est ça qui se passe dans notre pays. Évidemment, parce que par rapport à ce que tu as fait comme parce étude... Parce qu'il y a de sous-traitance, ça il faut le dire. Il y a des ça, ce sont des gens... Non. Le problème de camp politique, c'est on ne fait pas le camp politique, mais on peut avoir... Assumer. On peut être convaincu d'un travail d'une personne politique. Mon seul qui a de l'argent qui circule... Assumez-vous. Est-ce que là, non, le problème est que M. Dédé ne veut pas... À un moment, moi, personnellement, j'ai défendu Willy Bakonga. J'ai défendu Willy Bakonga coréen parce que, en l'écoutant, et en, comment dirais-je, en comprenant la réalité de ce qui s'est passé, rien du tout, je ne le connaissais même pas. De ce qui s'est passé par rapport à son cas, il était innocent. Vous comprenez? Il fallait que vous défendiez à l'époque un innocent. Évidemment, il fallait qu'il y ait une personne, il fallait qu'il y ait de ces gens qui pouvaient faire comprendre à la population que les accusations portées à la personne de M. Bakonga n'est pas correctes. C'était du faux et archi-faux. Et en fin de compte... Mais il y a une résistance qui pousse à croire que non, ici, vraiment, il y a des gens qui sont passés par... Ce sont les gens aujourd'hui qui sont, comment dirais-je, darnis, qui sont jaloux, qui cherchent à payer les journalistes en croyant qu'ils se sont des sous-traitants de politiciens. Au Congo, il y a des journalistes sous-traitants. En fonction de quoi? Si tu en as, tu cites. On ne peut pas citer les noms ici. Mais tu rappelles de quoi parce que tu as des preuves. Puisqu'on sait qu'il y a des journalistes qui ne sont pas. Ne parle pas de savoir. Ils ont commencé Gaëtan. Si tu as la preuve qu'il y a des journalistes sous-traitants, tu leur cites. Il y a telle personne ou telle personne. Par exemple, ici, si j'applaudis une personne qui a fait un bon travail quelque part, alors je deviens son sous-traitant. Le journaliste n'est pas là rien que pour critiquer. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas en bonne et due forme. Le journaliste est là aussi pour encourager là où il y a un travail très bien fait par une personne congolaise comme lui. Mais ce qui est bizarre, quand plusieurs personnes voient le noir, il y a de ce journaliste qui voit le blanc. Ah, c'est l'analyse d'un chacun. Parce que toi tu as vu le noir, lui a essayé d'entrer en profondeur. Il a compris que ce monsieur a été bloqué ici et là-bas, mais il a un cœur, il a fait un bon travail précédemment. Le cri au voleur, mais le peuple peut crier au voleur. Et il y a des journalistes qui... Le peuple, hier, avec tout ce qu'il y a eu comme spéculation collée à M. Bakonga, qu'il a détourné de millions de dollars. On ne parle pas de M. Bakonga. Non, je te donne un exemple. Je donne un exemple. Comprenez? Je peux terminer, monsieur. On a crié sur lui, on a dit tout ce qu'on a dit sur lui. Bakonga était en prison, Bakonga est sorti. Il n'y a pas eu une condamnation liée à M. Bakonga dû à des détournements. Vous comprenez que dans ces... au Congo, il y a des prédateurs, il y a de ceux qui aiment salir les autres, il y a de ceux qui disent de n'importe quoi sans pour autant avoir du soubassement et ne peuvent coller à ça. Il y a les réseaux sociaux qui a une vitesse de croisière qu'on ne peut ne pas arrêter, mais on est forcé à donner ces versions qui sont justes et en fin de compte, comme on dit toujours, la vérité ne peut venir calmement, mais ça arrive en fin de compte et ça met tout ce qu'il y a eu comme mensonge hors son chemin. Cette agression peut-elle constituer un obstacle pour les élections? Est-ce que monsieur a compris qu'il n'y a pas de sous-traitants au niveau de notre corporation? La chose que j'ai compris que monsieur Dédé veut apporter du mascarade, veut maquiller quelque chose. Non, vous voulez maquiller quelque chose. Donne les preuves de ces journalistes que vous connaissez. Non, vous-même, parce que vous n'assumez pas au plateau. Non, mais je dois assumer pas. Sans problème, monsieur le journaliste. Je dois assumer quoi? Vous devez vous assumer par rapport en disant que je suis sous-traitant. Non, je suis journaliste, je reste journaliste. Mais vos propos vous accusent que je suis sous-traitant. Vous êtes sous-traitant de quelque chose, de quelque part. Parce que vous avez compris mes propos. De quelque part, vous êtes contre le pouvoir. Non, est-ce que moi je suis contre le pouvoir? Je n'ai jamais été contre le pouvoir.
j'applaudis ceux qui font du bon travail. Donc, et je condamne ceux qui le font. Il y a des journalistes pro-pouvoir et des journalistes de l'opposition. Exact. Des sous-traitants. Des sous-traitants du pouvoir et des sous-traitants de l'opposition. Des sous-traitants. Non. Et je t'informe aujourd'hui qu'on réagit avec la vague de communicateurs. Mais s'il y a un travail que le ministre Moulin Sakombi vient de faire un travail vraiment que tout le monde a applaudi, depuis que le ministère de l'Affaires foncières a débuté, c'est qu'il y a eu comme recette au niveau de caisse de l'État, il n'y en a jamais eu. Mais Moulin a fait des efforts, il a fait 2 millions que la caisse de l'État a pu... Mais pourquoi au si on applaudit, on dit que vraiment on doit ne pas féliciter des individus alors que de ce sont des exemples. Pourquoi ne pas parler du ministère des Affaires foncières? Ce sont des exemples. Le ministère des Affaires foncières est géré par une personne. Il y a eu une tête. S'il échoue, on dira que Moulin Sakombi a échoué au ministère des Affaires foncières. Mais pourquoi ne pas faire des éloges à une personne qui est venue quelque part où il a eu de ses prédécesseurs qui ont échoué et lui a fait des exploits? Là aussi, il passe son nom. On parle que du ministère. Non, mais s'il échoue, mais on fait des erreurs, non, s'il échoue et qu'il fait des erreurs, vous allez citer le nom. Vous citez le nom, vous critiquez. Mais quand il fait les exploits, là, vous nous demandez de parler que du ministère, pas de la personne. Partagé par la population. Mais d'accord, si nous on n'informe pas la population que telle place, à la direction générale des impôts, on a fait 1,5 milliard. La population doit ressentir ça sur le terrain. Mais attends, ça c'est le gouvernement. Le gouvernement fait un travail. S'il y a une personne qui fait un bon travail parmi 10, donc vous ne voulez pas qu'on l'applaudisse. Si on applaudit la personne, on est sous-traitant de la personne. On n'avait pas de Miss Tronsco à travers le pays. Aujourd'hui, Tsipamba est venu en Tronsco. Il y a des Miss Tronsco à travers le pays. On ne cite pas son nom. On continue dans le style de nom, apparemment. Non, je dis, vous, Willy Bakonga, on cite... C'est par là, je ne citerai que le nom des gens qui sont venus avec un cœur émergé. Pourquoi ne pas dire bravo à Tronsco, simplement? Évidemment, Tronsco a eu une personne qui est à la tête. La personne est venue avec une politique. Et la politique de la personne paie. Et on ne peut pas parler de la personne. Parlons du Tronsco, puisqu'il y a tout un personnel, il y a toute une équipe qui travaille. Dirigée par une personne. On parle de la République démocratique du Congo. On s'attaque de la guerre. On parle de la guerre. Mais on s'attaque à qui? On traite qui de faible? On traite qui de quoi que ce soit? Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il est à la tête. On ne parle pas du gouvernement simplement. On attaque directement Félix Tshisekedi. Parce que c'est sa politique qui dirige le pays. Donc si aujourd'hui, cette guerre on échoue, on ne parlera pas du gouvernement Sama Lukonde et la population congolaise a échoué à la guerre. Non. On parlera de la politique de Félix Tshisekedi qui n'a pas pu faire la guerre et Tshisekedi appola la guerre. Voilà. On va dire, mais le fait que c'était sa politique, il doit assumer. Revenons sur la question. L'agression peut-être... C'est une jalousie créée par tous ces analystes politiques qui tournoient le plateau. Non, on reste focus sur ça. Je pense que M. Dédé a assez de temps pour parler. Il n'a pas encore répondu. Par rapport à son temps d'antenne, je pense que par rapport à ceux qui comprennent difficilement et ceux qui n'ont pas le cœur. Il fallait faire l'éloge des individus. Non, on ne fait pas l'éloge. Ce sont des Congolais qui, comme nous, on leur a donné de responsabilités, ils assument et ils amènent une politique où on sent l'émergence. On ne peut pas applaudir. Vous dites, donc on doit rester focalisé qu'à critiquer. Ceux qui ne font pas le travail, on le connaît. Moi, par exemple, je ne peux à aucun cas un jour ici passer parler d'une personne, de la personne de Tony Mwamba, parce que je le considère comme un amateur. Mais encore un pourquoi le nom de Tony Mwamba intervient? Parce que il faudrait lier. Il faudrait lier l'excellence, parce que monsieur l'excellence est en train de défendre son Willy Bakonga. Je ne défends pas. Vous défendez Willy Bakonga. Vous critiquez. Je
Quelles sont les failles de Tony Mwaba? Quelles sont les failles de Tony Mwaba? Quelles sont les failles? Il y a combien de grèves? À l'époque de Willy Bakonga, il n'y avait pas de grève. Il n'y avait pas de grève. En fait, Willy Bakonga doit remercier la justice congolaise. Parce qu'on n'a pas tenu compte du dossier gratuité de l'enseignement. Mais parce que la justice congolaise commence à favoriser. Non. Jusque-là, je demande au procureur général de s'en saisir du dossier de la gratuité. Il faudra expliquer combien de mandats. Que Willy Bakonga est un procureur pour le dossier pour les dossiers, il ignore. J'ai dit qu'il doit s'en saisir du dossier pour traiter clair le dossier gratuitement. Monsieur le défenseur de Tony Mwaba. Je ne suis pas défenseur de Tony Mwaba. Monsieur le défenseur de Tony Mwaba. Tony Mwaba n'a pas affronté le problème. Qui a eu des écoles fictives. Exactement, il y a eu des écoles fictives. Exactement. Si M. Willy Bakonga était un exemple, il allait être reconduit dans le gouvernement des Warriors. Mais attends, il n'est pas son vice-ministre. Si il est reconduit. Son vice-ministre est élevé. Vous parlez du vice-ministre. Mais attends, vous ne parlez pas de Willy Bakonga. Non. Vous parlez de Willy Bakonga, vous ne parlez pas du vice-ministre. Ils étaient ensemble. Ils peuvent être ensemble. A été élevé au rang de ministre. Exactement. Mais c'est pas Tony Mwaba. Il y a eu de l'excellence. Nous avons encore un sujet à traiter. S'il vous plaît, M. Gaëtan, la meilleure des choses de voir que de faire comprendre, M. Bébé doit s'assumer journaliste pour Willy Bakonga. C'est clair. C'est clair. J'applaudis. Non, c'est clair. Journaliste. C'est clair. Quand il y aura une autre personne, de style Alingeta, quand il y aura une autre personne après Molendo, vous allez être contre cette personne-là. De reconnaître ceux qui font du bon travail. Et critiquer des gens comme les Tony Mwaba qui ne parviennent pas à la connexion rwandaise peut-elle être un obstacle pour les élections en RDC? La question est posée. C'est à moi de répondre parce que c'était mon temps. Non, monsieur. On a longuement parlé. Il faudrait répondre comme ça. On revient à vous. L'ignorance que le collimateur avait. L'équilibre de temps de parole. Exact. Voilà, on répond à cette question. Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes en train de définir géographiquement le Congo c'est 2 345 000 km². Dans les 2 345 000 km², il y a le Grand Kivu qui fait partie de cette superficie. Donc, une insécurité accentuée au Kivu serait une contrainte majeure pour l'organisation des élections. D'où nous avons travaillé, j'ai travaillé sur la révision constitutionnelle. J'ai dit bien avant qu'il faudrait inclure une disposition au sein de la Constitution qui ferait que lorsqu'il y a dépassement du délai constitutionnel pour l'organisation des élections, qu'il y ait une disposition. Je parle du mandat spécial du président de la République, la notion de la prorogation de 24 mois. C'est au moins une solution qui va permettre, parce qu'aujourd'hui, M. Gaëtan, il faudrait mettre deux choses. Donc il faut craindre un glissement. Oui. Il faudrait mettre deux. Non, mais il prépare de l'Union sacrée. Monsieur Gaëtan, que le président de la République a décidé qu'on je vous dis une chose. Mais aujourd'hui, veut nous amener... Non, ils ont une raison. Ils ont déjà préparé 24 mois. Non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas préparé. Avant même cette proposition vient de M. Joe Mayele. Pourquoi? Parce que la révision constitutionnelle, tu ne faudrait pas la seule personne. Il faudrait savoir écouter la proposition. Il faudrait écouter au Parlement. Les personnes, non. Moi, je suis authentique. Non, les mandats spéciaux, je suis la première personne à parler de ça. C'est ce que tu crois. Je suis la première personne. Je te dis que les autres, ils parlent de 24 mois. Les 24 mois. Mais il ne faut que de l'Union sacrée. Je parle de 24 mois. Je ne parle pas un glissement. Je parle d'une disposition qui serait constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'on va se référer à des faits qui sont historiques. On prend des faits historiques
Et par rapport à ces faits-là, on va introduire une disposition qui est constitutionnelle. Aujourd'hui, les lois de la République doivent être adaptées aux circonstances qui sont sociétales. C'est de cette manière-là dont je suis en train de parler. Macron, lorsqu'il était en débat avec Marine Le Pen, Macron a fait, il a épinglé, il a parlé de la pandémie coronavirus comme un élément, comme une contrainte qui lui a pas permis de réaliser effectivement son programme. Il faudrait dire à Macron encore qu'il avait, c'était un aventurier où il avait cette connotation. Monsieur, ne nous amène pas à analyser que aussi non. Mais vous voyez des actions gratuites. Comme monsieur, c'est pourquoi votre façon d'analyser, je vous ai dit, à l'intérêt du genre. Monsieur Gaëtan, vous comprenez que maintenant, monsieur Dédé affiche sa vraie visage. Son vrai visage plutôt. Monsieur Dédé est sous-traitant et il tend vers l'opposition. Il faudra s'affirmer. Il faudra s'affirmer, monsieur Dédé. Aujourd'hui, je suis vous êtes journaliste pro. Donc, on peut dire sur ces plateaux, il y a une opposition. Exact, il y a une opposition. Union sacrée et puis... Oui, je suis face à un opposant. Je ne suis pas opposant. Moi, je suis face à un opposant. C'est ça que tu crois. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on doit que le propos aveuglement, ce n'est pas aveuglement. Tout ce que j'ai dit, c'est purement démontrable et scientifique. Si nous sommes en train de... On peut donner au chef de l'État un spécial pour glisser. Lorsque vous lisiez... Je veux maintenant faire réfléchir M. Amouli qui est de l'opposition, sous-traitant de la MOUCA, je pense. L'article 76 de notre Constitution préfigure un cas de prorogation. Cet article-là dispose quoi? Que lorsque le chef de l'État est déclaré, son poste est déclaré vacant, il y a le président du Sénat qui va assurer l'intérim. Vous pouvez lire la Constitution. Je suis en train maintenant de décortiquer cet article-là. Le chef de l'État, le président du Sénat assure l'intérim. Mais la Constitution permet au président du Sénat d'organiser les élections pendant 90 jours. Et si les 90 jours, il n'y a pas organisation des élections, le législateur dit ceci, qu'il doit y avoir une prorogation, un prolongement de 120 jours ou plus pour permettre enfin qu'on puisse organiser les élections. Dans l'esprit du législateur, c'était quoi? C'était que dans les 90 jours, il peut y avoir une contrainte qui ferait qu'on ne puisse pas organiser ces élections. C'est pourquoi il faudrait introduire la notion de la prorogation, la notion du prolongement de l'organisation des élections. Je prends ce même cas. Je l'amène maintenant pour l'article 70. Parce que l'article 70 a été interprété par la Cour constitutionnelle en 2015. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Et si maintenant, il n'y a pas organisation des élections, nous tombons dans un vide juridique. Au lieu que nous tombons dans un vide juridique, il faudrait proposer une disposition qui serait claire et nette. C'est pourquoi nous proposons la prorogation du mandat du président de la République, ce que nous appelons mandat spécial. Et qu'est-ce qui parce que on est encore en plein mandat. Mais il faut réfléchir. Vous préparez déjà. Nous sommes face à des circonstances qui ont touché la survie étatique. Quand je parle le président sera dans la capacité de la survie étatique, capacité d'organiser les élections. Les élections dans un pays ne sont pas partielles. Les élections sont totalitaires. Ici, dans mon allocution. Donc, vous serez dans la capacité de l'Union sacrée. Dans mon allocution, j'ai découvert. Vous êtes en train de caresser la guerre. Mais on te comprend, mais ce sont des allégations très graves. Non, très graves. On te comprend. M. Dédé dit que nous sommes en train de caresser la guerre. Mais attends, est-ce que nous sommes déjà en train de préparer un glissement? C'est juste une réflexion. Qu'est-ce qu'il a dit précédemment? On va la voir ces phrases. Qu'est-ce qu'il a dit précédemment? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça lui appartient. C'est l'idée qui lui appartient. Moi, je l'ai écouté chez nombreux de gens. Une grande majorité des gens le parlent déjà. Donc, ça veut dire, on est de l'Union sacrée. Moi, je ne suis pas de l'Union sacrée. Je suis moi encore de l'opposition. Vous êtes où? Je suis analyste politique indépendant. Je suis journaliste politique. Okay. Je m'arrête là. Mais quand on comprend ces genres de propos venant des gens de l'Union sacrée, ça veut dire qu'ils préparent déjà quelque chose en sachant que 2023, il n'y aura pas des élections
La guerre va continuer. Qui a dit ça? Mais attends. Qui a dit ça? Non, préparons-nous à aller aux élections. Ça, c'est des affaires. non, je n'ai pas dit ça. Des allégations gratuites, je n'ai pas dit ça. Préparons-nous. Je n'ai pas dit ça. Non. Nous connaissons qu'en 2023, il y aura. Est-ce que réviser la Constitution était tabou? Nous savons tous qu'en 2023, il y aura élection. Je crois qu'on reviendra. Il y a des gens qui déjà, en amont, se préparent. Monsieur Dédé, qu'on sera bloqué à APC. Je vous dis. Donc, ils sont en train de caresser. Non. Tous ces blocages. Non. Et la pandémie qu'on a. Est-ce qu'on n'a plus? Non, je pense. C'est ça qui va. La pandémie qu'on a. La pandémie. Mais attends. C'est une catastrophe naturelle aujourd'hui. Monsieur, quand vous de l'Union sacrée. Je suis en train de vous dire. C'est une réflexion. L'agriculture en construisant le sol de mouton. Vous savez pas que l'agriculture alors Kanyamaka cessé. Ah bon, tu as déjà. Voilà, nous sommes arrivés à oui, j'ai mangé Kanyamaka. Oui, j'ai mangé Kanyamaka. Je pourrais même vous envoyer dans un point de vente. Je pourrais même vous envoyer dans un point de vente quand le match va venir. S'il vous plaît, merci beaucoup. Le Congolais risque d'être Nous avons reçu fidèle. Les Congolais risquent d'être Congo France, Monsieur Dédé Amouli, il est analyste politique. Aussi sous-traitant de la coordonnateur de Kinshasa au village. Et Joe Maël, analyste politique pro-pouvoir. Je m'assure. Une minute pour votre dernier mot. On allait parler de l'ENAFEP avec les élèves du 6e primaire qui ont fini. On allait parler aussi de Hector Cooper qui enfin quitte la sélection congolaise. Mais faute de temps, en une minute, si je peux avoir vos réactions. Bon, comme il avait débuté. Voilà, non, je laisse la main en tout cas. Je laisse la main parce que. Non, on peut parler de Tony Mwamba puisqu'elle oui, je laisse la main parce que je voudrais dire qu'il il dira le noir. Il dira le noir, il dira et puis après, il y aura le blanc, juste après. Oui, il dira le noir. Vous savez, moi je conclus en disant à mon frère, vous savez, dans la politique, il ne faut pas embrasser n'importe quoi, n'importe comment ou n'importe où. Aujourd'hui, moi j'encourage le chef de l'État parce qu'il fournit des efforts, malgré qu'il est entouré avec beaucoup des amateurs dont on connaît tant. Mais après toutes ces années, quand même, 3 ans après, ils ont quand même de l'expérience. On nous a parlé du FCC qui est bloqué. L'assiette n'a pas pu avoir le riz et les haricots. Le FCC est parti, le gouvernement Sam est venu, les gens continuent à souffrir, on comprend. Mais la bonne volonté de bien gérer le chef de l'État, on a vraiment, là je l'appuie. Quelques pions au niveau de son gouvernement qui ont la bonne volonté que le pays avance et on a. Sauf que l'Union sacrée, c'est regorge de ces gourous qui sont venus juste pour bouffer. Et je demanderai qu'ils essayent de voir des moyens de faire bouffer aussi leurs communicateurs. Vous comprenez? Parce qu'ils bouffent seuls jusqu'à présent. Mais pour terminer, je demanderai à tous les Congolais de soutenir l'IGF, Jules Nguete. C'est une personne aujourd'hui, c'est un service aujourd'hui que chaque jour je passerai à l'émission, je ne cesserai de marteler là-dessus. Sans pourquoi? Non, rien à voir. On ne se connaît même pas. Okay. Je me dis une chose. Hier, on avait des détourneurs. Hier, on avait de ces gens qui étaient intouchables. Hier, il y avait de ces gens qui géraient des entreprises sans pour autant qu'ils soient contrôlés sérieusement. Si on voit la personne de Adolphe Mouzitou, un ancien inspecteur de finances, féliciter Jules Nguete parce qu'il a compris qu'il y a un travail 2 fois à leur temps ou à son temps que l'inspection générale de finances ne faisait pas, qu'Nguete est en train de faire correctement aujourd'hui. Et aujourd'hui, le pays passe un moment où ceux qui dirigent les entreprises, ceux qui sont dans les entreprises, ont quand même peur de faire tous ces jonglages qu'ils faisaient datant parce qu'il y a un service qui peut les amener en justice. Hier, Monsieur Tolérance Zéro, comment il s'appelle encore l'ancien ministre Zolobambi nous a fait part qu'il y avait plus de 16 milliards de dollars qui coulaient entre les poches de ces individus et au fur et à mesure, la DGI
aujourd'hui avec Barnabé Mouakagi, a pu faire à l'exercice en avril plus d'1,5 milliard de dollars de recettes. Nous comprenons l'OCC avec Gabi Loubiba. Il a pu faire des recettes qu'il n'a pas pu faire précédemment avec ses prédécesseurs qui ont dirigé l'OCC. Donc, quelque part, chaque jour, je demande à tout le Congolais... Donc, il y en a qui travaillent pour l'intérêt du pays. C'est ce que nous je demande aux Congolais de soutenir l'IGF. C'est pas pour lui qui travaille, c'est l'intérêt communautaire du pays. Si aujourd'hui, tous ceux qui gèrent ont peur de ces messieurs-là, nous gagnerons gain de cause, car le budget peut atteindre le rêve qu'a le chef de l'État Félix Tshisekedi de 15, 18, 30 milliards. Bravo. Ça peut arriver. Bravo, mais en mettant hors, comment dirais-je, le gouvernement, les amateurs que nous connaissons tous, que j'ai cités précédemment. Merci. Joe Mayele, conclusion. Je pense que M. Dédé, en parlant, il a commis une erreur. Lorsqu'on vient au gouvernement, on ne vient pas pour bouffer. M. Joe Mayele ne viendra pas aussi pour bouffer. Il viendra pour servir toujours sa population. Ça, il faudrait le retenir en tout cas. Si aujourd'hui nous sommes nommés quelque part, ça ne sera pas pour bouffer. La meilleure des choses que je pourrais dire aux Congolais, il faudrait continuer à soutenir nos FARDC parce que nous sommes dans une crise qui est sécuritaire à l'Est. Et moi, je suis en train de vous condamner, vous, les journalistes, parce qu'aujourd'hui, les FARDC font des prouesses à l'Est. Là-bas, ils sont en train de frapper les M23, mais la politique communicationnelle n'est pas trop extrapolée. Lorsque ce sont les FARDC qui subissent des défaites, on voit partout, là, les journalistes, même les sous-traitants parlent de ça. Donc, il faudrait améliorer cette communication-là lorsque nos FARDC sont en train de faire des prouesses. Et nous continuons à soutenir M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous disons aux Congolais une chose. Il y a un choix à faire entre la sécurité qui va instaurer une paix stable et durable et les élections. C'est à vous de faire le choix, population congolaise. Si vous voulez les élections, alors on va sacrifier la sécurité qui doit instaurer une paix stable et nos frères de l'Est vont continuer à mourir. Aujourd'hui, le choix est clair. Pour moi, j'ai choisi les domaines sécuritaires. Nous choisissons la sécurité et les élections, bien sûr. Non. Nous choisissons la sécurité. Vous savez, il faut choisir la sécurité et l'église. Avant l'élection, le Congolais veut la paix et veut en même temps les élections. Non. Mais eux, la sécurité va arriver comment on appelle ça? Mandat spécial. Vous savez, Nous sommes arrivés à la fin de Joe Mayele et M. Dédé Amouli. Malheureusement, le temps nous est imparti et fini. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est déjà prochainement dans CF Exclusivité. Pour le mandat spécial du chef de l'État, c'est quoi?